Adèle ne te laissera pas faire. Ils m'arrêteront pas. Bonjour à tous, c'est Mathieu et je suis là pour rétablir la vérité et débunk les fake news de Geoffrey. Si je lui ai refourgué Bullet Train, ce n'est pas par lâcheté, c'est pour préparer cette vidéo sur un film vachement plus intéressant. Et ce film, c'est Vesper Chronicles qui sort le 17 août dans nos salles. Et c'est un petit événement, d'abord parce que c'est un film de science-fiction belgeo-franco-lituanien, on n'en voit pas ça tous les jours. Et d'autre part parce que c'est très réussi, tellement réussi qu'on est devenu partenaire d'ailleurs. Vesper Chronicles raconte l'histoire de Vesper, une jeune fille qui tente de subvenir aux besoins de son père dans un univers très particulier. En effet, le film se déroule dans un futur où les écosystèmes se sont complètement effondrés, par conséquent la flore est très différente de ce qu'on connaît et les sociétés humaines sont plus divisées que jamais. Bon, vous l'avez deviné, c'est un bon vieux post-apo, et nous on adore le post-apo, parce que c'est une bonne manière de créer des univers à la fois très connectés avec notre époque, et de véritables bacs à sable. Le monde créé par les auteurs de Vesper Chronicles en est une très belle preuve, parce qu'il est à la fois très cohérent avec lui-même et très intéressant sur le plan thématique. Ça nous a donc donné envie de revenir sur quelques films qui sont également intéressants dans la manière dont ils utilisent le post-apo. Et puisqu'on vous voit venir, je vais d'office éjecter de ma sélection les films 100% action qui détruisent le box-office. Oui, on adore tous Mad Max, mais là le but c'est de parler de récits plus intimes et pourquoi pas de découvrir quelques titres au passage. Bon, et donc forcément c'est quasiment que des films très gris, c'est la charte du genre. On commence avec un film beaucoup plus calibré, pas exempt de défauts et assez connu, mais qui raconte des trucs très intéressants. C'est le livre d'Eli. Alors c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais il est communément admis que pour caractériser un univers, il faut lui donner tous ses attributs dans les 15 premières minutes. Et les 15 premières minutes du livre d'Eli sont assez remarquables à ce niveau. Dès les premières secondes, la caméra se déplace lentement dans un décor en ruine et s'attarde sur tous les détails qui suggèrent d'abord l'omniprésence de la mort, et ensuite que les survivants sont obligés de vivre dans les cendres de la civilisation, tout ça en un seul plan, et c'est pas fini. Bon, bien évidemment, il y a la troisième scène avec l'embuscade qui nous renseigne sur les deux particularités du personnage principal, à savoir qu'il protège un livre à tout prix et qu'il est très balèze. Mais entre deux, il y a une scène en apparence anodine, mais qui est super cool, qui est la scène où il donne à manger du chat à un rat. Sous-entendu, dans ce monde, les règles communément admises n'ont plus cours et tout le monde se bouffe entre soi. C'est une très belle manière de résumer le genre. Tout le sujet du film sera de trouver un moyen de retrouver un équilibre, des règles dans un univers qui est littéralement sans foi ni loi. Et on arrive à un truc qui revient très souvent dans le genre, la nécessité de trouver ce qu'il manque au monde décrit. Dans le livre d'Eli, c'est la spiritualité. Et là où le film marque un point selon moi, c'est qu'il ne prend pas un parti religieux comme on pourrait l'attendre d'une production américaine, mais qu'il reste sur cette idée de spiritualité comme outil ou comme arme, soit pour aggraver le monde, soit pour le soigner. Dans Vesper Chronicles, c'est autre chose, mais je vais pas vous spoiler, mais il y a aussi cette idée à travers le personnage de Vesper, qui est moins baraqué que Denzel Washington, mais qui est tout aussi importante, de soigner à son échelle un monde qui s'est auto-détruit. Idée qu'on retrouvera plus subtilement encore dans le chef-d'œuvre d'Alfonso Cuarón, j'ai nommé Les Fils de l'Homme. Là, il est plus question de préserver le mystère sur la solution qui peut sauver le monde, c'est assez évident. L'humanité est de base au bord du gouffre puisque tout le monde est stérile, et l'antidote, c'est la seule femme enceinte qui reste. Alors dit comme ça ressemble quand même beaucoup à du bail concept creux, mais c'est pourtant ce postulat qui en fait une sorte de post-apo terminal. Là où il se démarque de la concurrence, c'est que la mise en scène rend compte à chaque seconde de cet équilibre plus que précaire. La caméra de Cuarón colle au basque du personnage principal, ballotté entre tous les pièges mortels de l'époque, la violence, le fascisme, les éléments naturels. On suit un mec qui évolue à la frontière de l'humanité en permanence sur le point de tomber, et d'abîmer sa race avec lui. Évidemment, cette idée, elle culmine dans les fameux plans séquences qui ont fait le succès du film, avec la caméra de Cuarón qui zigzague dans cet univers qui part complètement à volo. On en parle souvent sur le plan technique parce qu'ils sont assez impressionnants, mais ils résument en fait très bien ce désespoir qu'il y a dans le film et ce sentiment d'urgence permanent, un sentiment qu'on retrouve dans tous les meilleurs films du genre, donc dans Les Fils de l'Homme, dans Vesper Chronicles, dans la plupart des films dont je vais parler dans cette vidéo, mais que Les Fils de l'Homme poussent vraiment à son paroxysme. À chaque fois que les personnages frôlent la mort, on les suit en temps réel slalomer entre les occasions de tout perdre, comme sur le bord d'une falaise, ou comment illustrer la fragilité de notre civilisation grâce à la mise en scène. Ça te remet en place comme une bonne grosse tarte radioactive dans la gueule. Mais on peut aller encore plus loin dans le post-apo désespéré avec un film, enfin un téléfilm pour être précis, moins connu mais absolument terrifiant. Bon, je triche un peu parce que c'est moins un film post-apocalyptique qu'un film apocalyptique tout court en fait, et c'est pire. Threads est un téléfilm de la BBC qui avait été commandé par son patron à l'époque sur le modèle d'un autre film qui n'avait pas été diffusé dans les années 60 suite à des pressions du gouvernement, The War Game, et son but c'est de montrer de la manière la plus réaliste possible les conséquences d'une guerre nucléaire.
Le truc est sorti en 84 et je vous laisse imaginer son importance dans les dernières années de la guerre froide, pas vraiment un sommet d'apaisement. Beaucoup de productions et même les grands classiques du genre, comme La Route, livres et films, sous-entendent très souvent que la fin du monde est causée par l'apocalypse nucléaire, mais déjà ils partent d'une hypothèse fictionnelle et en plus ils ont tendance à ne pas s'attarder sur les moments qui suivent directement la catastrophe. C'est ce qu'explore ce téléfilm et c'est pas beau à voir. Ici la construction de l'univers elle est donc simple et efficace, on suit l'événement du début de l'escalade de violence jusqu'à la fin de l'humanité, ni plus ni moins. Et là encore l'approche est dictée par la forme, c'est à moitié de la fiction, à moitié du documentaire, on suit une famille endurer un véritable enfer, et en même temps des cartons très froids et une voix off désincarnée se chargent de préciser les modalités de leur agonie. Et si je parle de ce film, c'est parce qu'il souligne à quel point le post-apo est profondément lié au cinéma d'horreur. C'est le cas dans le livre d'Eli, dans Les Fils de l'Homme évidemment, et paradoxalement, c'est en cherchant le réalisme scientifique que Threads devient un véritable monument de terreur. Au plus le genre se rapproche de nous, au plus il nous rappelle la possibilité de notre propre fin. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas dans Vesper Chronicles, ça nous a vachement marqué à la sortie de la production, on en a parlé avec Simon. Certains plans sont assez cruels, de belles visions horrifiques. Bon, et vous nous connaissez, vous savez que ça nous plaît. Mais nous aussi en France, on a marqué le genre, et ce, dès 1962, et ouais, avec un court-métrage qui est absolument essentiel, et qui s'appelle La Jetée, réalisé par Chris Marker. C'est l'histoire d'un prisonnier dans le futur, ravagé par la Troisième Guerre mondiale, qui est envoyé dans le passé pour sauver les meubles. Et si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, Terry Gilliam en a fait plus ou moins un remake avec Bruce Willis, intitulé L'Armée des 12 singes. Mais je ne peux que conseiller la version originale, qui dure moins de 30 minutes et qui n'est pas difficile à se procurer, parce que Marker passe le cap de l'expérimental et croque la vraie cause de la fin de l'humanité, le temps lui-même. En effet, le film est en fait un roman photo, enfin une exception parce qu'il y a un plan animé à un moment, donc c'est des images qui se succèdent pour raconter l'histoire. Le futur, mais aussi le présent et le surfutur, parce qu'ils vont dans le futur du futur, deviennent une suite de photographies saccadées, parce que le post-apo ici c'est un monde dont il ne reste plus que des souvenirs, et donc des sortes d'images rémanentes qui obsèdent des traces du monde d'antan auxquelles on s'accroche désespérément, auxquelles on s'accroche jusqu'à la fin, parce qu'en accord avec cette conclusion qui est d'une puissance émotionnelle absolument dévastatrice, on n'échappe pas à notre propre fin. C'est une caractéristique des personnages du genre, ils sont mélancoliques. Enfin, quand je dis personnages, je veux dire ceux qui ont connu le monde d'avant, parce que beaucoup de films du genre utilisent des enfants pour contrebalancer l'overdose de pessimisme que je viens de vous balancer dans la tronche. Bon, il y a La Route bien sûr, mais aussi des trucs plus récents comme Maggie, ou dans d'autres arts comme The Last of Us évidemment, et son pendant cinématographique The Last Girl. Et puis, il y a Vesper. On y arrive donc, Vesper Chronicles, c'est dans le sillage de ces films-là, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose de son monde complètement dévasté. Ce n'est pas juste une aventure classique placée dans un univers post-apocalyptique, c'est une vraie description de cet univers, franchement très original et très bien foutu. Parce que clairement, c'est le genre de projet qui s'effondrerait complètement si les effets spéciaux n'étaient pas à la hauteur. Mais ici, ça fonctionne très bien. Les plantes organiques qui parsèment le métrage, parfois bien dégueu, sont au cœur de pas mal d'idées visuelles assez intéressantes, notamment lors du climax. Bon, je vous spoil pas bien sûr, mais le scénario et les designs contournent très habilement vers la fin les poncifs du genre, grâce à la richesse de l'univers déployé, et ça fait vachement plaisir. De même que, vous l'aurez deviné, le tout a de fait une portée écologique très intéressante. On parle quand même d'un gosse qui apprend à dompter la nature pour aider son paternel mourant, à une époque où les inégalités proviennent principalement de l'accès à l'agriculture. Comme dans Les Fils de l'Homme, on est au bord du gouffre, et comme dans le livre d'Eli, il s'agit de trouver l'ingrédient secret pour soigner le monde. Alors dit comme ça ressemble à une fable moraliste finalement très convenue, mais dans les faits c'est très subtil parce que les différents personnages représentent un peu chacun des postures possibles face à notre propre anéantissement. Mine de rien, c'est le rôle de la science-fiction de s'emparer des questions environnementales, et dans ce cas c'est très intelligemment traité. La preuve, bon et là c'est mon petit cœur vibrant d'amateur de série B qui parle, on y trouve quelques acteurs géniaux comme Richard Brake, qui parvient à livrer une performance très touchante alors qu'il est allongé tout le film et qu'il parle la moitié du temps à travers le drone qui suit l'héroïne. Il y a aussi Eddie Marsan dans un rôle à contre-courant de ses personnages habituels, les personnages un peu créatifs qui comme d'habitude, et qui est peut-être l'un des protagonistes les mieux écrits. On y aperçoit même Mélanie Guedos que j'avais personnellement découverte dans l'excellent Tous les dieux du ciel. Bref, du beau monde pour un beau scénario, un production design très solide et une vraie contribution au joyeux petit monde du post-apo. Et c'est d'ailleurs en sortant de la séance de ce film qu'on se rend compte que c'est un genre tout désigné pour dépeindre les problématiques de notre temps. On a les œuvres qu'on mérite. Mais avant la fin du monde, vous devriez cocher toutes les cases de votre liste de choses à faire avant de mourir, comme faire du saut en parachute,
faire le tour du monde en pirogue ou évidemment vous abonner à Écran Large. En plus de financer une équipe de passionnés, vous pourrez passer vos longues minutes d'agonie radioactive en lisant nos dossiers sur Absolom 2022, Why Don't You Play in Hell ou L'Emprise. De mon côté, je vous dis au revoir. Salut! Parce qu'en accord avec cette conclusion qui est d'une puissance émotionnelle absolument je meurs. C'est le début de la fin.